vais animer cette petite partie de digestion. J'espère que ça sera assez léger, mais pas trop. Et du coup, on va parler ensemble pour les prochaines minutes de l'adoption des applications internes et de la bonne utilisation des applications internes en entreprise, qui reste encore un peu le parent pauvre des DSI et des gros projets informatiques. On a parlé déjà un peu ce matin de SAP, de Salesforce. On utilise tous énormément d'applications en interne dans les entreprises, des applications métiers, des intranets, des applications mobiles. Et il y a de plus en plus de déploiements de projets Salesforce, de migration vers du SAP S/4HANA, de portail interne. Et au fait, on se rend compte que sur toutes ces applications-là, il y a une dichotomie entre les moyens qui sont mis à disposition sur la partie projet et les ressources qui sont allouées pour s'assurer de la bonne prise en main des applications et également du recueil des retours utilisateurs. Et ce qui en soi est absurde, si on regarde ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité, si demain on va me demander de concevoir un avion par exemple, je vais évidemment me concentrer sur l'ergonomie, sur le design, sur la puissance des moteurs, mais je vais aussi demander au pilote quelle est la taille du siège dont il a besoin pour être à l'aise, les fonctionnalités dont il a besoin également, et ensuite je vais lui apprendre à piloter l'avion parce que c'est mieux d'arriver à destination. Et c'est au fait ce qu'il faut appliquer au domaine informatique et ce qu'on voit assez peu. Impliquer les utilisateurs dans du coup cette conception, évolution, amélioration, prise en main des applications, c'est essentiel, et encore plus dans le contexte actuel, un contexte de transformation digitale des entreprises, d'agilité, et dans ce contexte-là, on a de plus en plus d'applications, de fonctionnalités, et on va se rendre compte qu'il y a quasiment une fonctionnalité sur deux qui ne répond pas à des besoins métiers. Et du coup on va avoir des DSI qui vont mettre à disposition des applications flambant neuves, les dernières versions, extrêmement performantes, extrêmement complètes, les Rolls-Royce des applications, mais qui ne sont pas adaptées aux besoins des utilisateurs parce que ces besoins ont été peu, mal ou pas du tout qualifiés. Et les DSI de leur côté ont l'impression qu'ils ont mis à disposition des applications qui sont parfaites puisque c'est les dernières, qu'il n'y a aucun souci, parce qu'ils n'ont pas de retour terrain, ils n'ont pas de retour des utilisateurs sur ce qui est utilisé ou non. Du coup, on se rend compte suite à ça que la livraison des applications, ce n'est pas une fin en soi. La livraison des applications, c'est un début, c'est la fin du projet, mais c'est le début du produit. C'est un peu quand une femme accouche, hein, c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. La logique, elle est la même sur les applications. Et cette partie de conduite du changement, elle va être essentielle pour s'assurer que les applications vont être utilisées derrière. Et donc du coup, il faut évidemment faire en sorte que les utilisateurs soient impliqués dans cette partie de conception, dans cette partie d'évolution, de façon à réduire le temps des projets, réduire le coût des projets et en améliorer la rentabilité. Et donc on va passer un peu en revue les erreurs et ce qui conduit à une mauvaise utilisation des applications internes en entreprise. Et évidemment, on va regarder un peu les solutions, c'est mieux. Dans les difficultés qui sont rencontrées, du coup, pourquoi les applications sont mal utilisées, mal adoptées, déjà, il y a très peu de retours. Très peu de retours parce que ce qui est mis à disposition pour faire du retour, ce n'est pas efficace. Et donc, du coup, les utilisateurs n'ont pas envie de faire du retour. Pour faire du retour, on va le voir après, mais souvent, ça va être des fichiers Excel, ça va être des boucles de mail, des réunions qui n'en finissent plus. Donc, au final, même avec toute la bonne volonté du monde, je vais m'arrêter en cours de route. Ce qui va entraîner, évidemment, puisque le retour est peu important, des difficultés à comprendre l'utilisateur, d'autant plus que quand je récupère du retour, ce retour n'est pas forcément très qualifié, c'est souvent du one-to-one, comment savoir ce qu'est la pertinence de ce retour, qu'est-ce que vaut ce retour, et qui donne du coup une impression en interne qu'il y a un décalage entre les équipes métiers, les équipes informatiques, que les utilisateurs ne sont pas écoutés, les équipes informatiques se sentent un peu mal aimées, et donc forcément le cercle n'est plus très vertueux. Et tout ça entraîne des backlogs produits qui explosent. Difficulté à qualifier les retours veut forcément dire qu'on va développer des choses qu'on n'aurait pas dû développer. On ne va pas savoir ce qu'il vaut développer dans un premier temps, ce par quoi il faut commencer. Bref, ça entraîne des difficultés aussi qui vont jusqu'au développement des fonctionnalités. Le premier point difficile, du coup, c'est les retours utilisateurs. Aujourd'hui, il y a un nombre de canaux incessants pour faire du retour utilisateur, encore plus avec les mois qu'on vient de rencontrer, de plus en plus d'outils comme Yammer, comme Teams ont été mis à disposition. Slack, évidemment, les canaux se multiplient, et donc du coup,
les retours sont difficiles à exploiter puisque les canaux sont aussi nombreux qu'il y a de retours quasiment. Donc évidemment, le premier besoin à ce niveau-là, c'est de venir comprendre le retour utilisateur. Il faut évidemment donner une voix aux utilisateurs, mais il faut rationaliser les canaux pour leur donner une voix. Donner une voix aux utilisateurs va permettre de faire en sorte qu'ils vont s'intéresser à l'application qu'ils vont utiliser. Ça va créer des communautés d'utilisateurs, et ces communautés d'utilisateurs, on parlait d'intelligence collective, c'est évidemment essentiel, puisque vous allez pouvoir avoir de la data, des éléments objectifs pour comprendre la pertinence d'un retour. Est-ce que ce retour-là est partagé par ma communauté d'utilisateurs qui sont experts sur le sujet, et s'ils ne se mobilisent pas, ils ne se manifestent pas sur ce retour-là, c'est qu'a priori, ce retour-là n'est pas forcément pertinent, et je peux en avoir la certitude puisque j'ai désormais une communauté d'utilisateurs pour m'accompagner. Évidemment, ça va permettre derrière de simplifier les échanges. Aujourd'hui, les équipes métiers, les équipes informatiques ne se comprennent pas. On dirait qu'ils parlent deux langues différentes. Avec cette rationalisation-là, je vais pouvoir simplifier les échanges, créer un cercle beaucoup plus vertueux où tout le monde va pouvoir communiquer, et ce qui bénéficiera évidemment à la vie de mon projet. Donc, nous, chez WeLoop, c'est façon du coup d'améliorer ce schéma, on l'a transformé du coup, dans un outil qui vient s'intégrer aux applications pour permettre aux utilisateurs, pendant qu'ils utilisent l'application, de faire leur retour. Et donc la première chose qu'on a mis en place, c'est évidemment une communauté d'utilisateurs. Cette dimension d'intelligence collective, faire qualifier les retours par les personnes concernées, à savoir les pairs. Je suis conseiller en banque. Si j'ai une problématique sur une application donnée, a priori, un autre conseiller en banque qui est dans une autre ville devrait avoir la même problématique. Si jamais il y a 200 conseillers en banque qui ont la même problématique, c'est qu'il y a vraiment un point. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est plutôt un retour isolé. Donc on va aider à la qualification ici, et donc transformer les utilisateurs en partie prenante, ce qui est essentiel. Et évidemment, dans la partie bénéfices, on va améliorer, là c'est une partie beaucoup plus qualitative, la satisfaction des utilisateurs. On est aujourd'hui tous habitués à utiliser des applications en B2C où l'expérience utilisateur est super fluide, et quand vous passez de Deliveroo, d'Uber Eats ou de je ne sais quoi aux applications internes, forcément le bas blesse et vous n'avez pas forcément envie de les utiliser comme vous utilisez vos applications B2C. Donc il y a vraiment aussi cette évolution, nos sphères privées, nos sphères professionnelles, au niveau applicatif notamment, commencent à se confondre, et les générations qui arrivent ont de plus en plus envie d'applications qui sont cohérentes et qui sont faciles à utiliser. La seconde problématique, c'est la multiplication et des workflows qui sont extrêmement compliqués. On a vu qu'il y avait une partie où on avait un nombre très nombreux de canaux pour effectuer du retour, mais il y a également une difficulté qui est de comprendre le retour utilisateur. Donc déjà, j'ai eu des difficultés à récupérer mon retour, j'en ai peu, mais une fois que j'ai ce retour-là, qu'est-ce que vaut ce retour? Comment je vais identifier ce besoin? Comment je vais arriver à prioriser ce retour-là plutôt qu'un autre? Comment je vais savoir qu'il y a un retour à tel endroit, pas à tel endroit? Donc il y a aussi cette logique de venir faire en sorte que le workflow soit beaucoup plus fluide et correspondent au process de mon entreprise. Il y a autant de workflow que de process que d'entreprises, on le sait. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition des outils, non pas pour révolutionner ces process-là, mais pour venir les simplifier et donc rendre les échanges beaucoup plus fluides. Donc la contextualisation du feedback, elle est essentielle. J'ai fédéré une communauté, c'est très bien, mais il faut que ce feedback il soit associé à quelque chose. Quand je vais faire un retour dans Yammer, dans Teams, je vais faire un retour sur une application qui est palier. Donc quand le responsable applicatif va récupérer ce retour-là, il faut qu'il aille voir de quoi on parle, venir recouper ça pour savoir si en effet ce retour-là va concerner mon application A, mon application B, mon application C. Donc il y a vraiment ce besoin de contextualiser les retours, d'y associer de la data, des côtés vraiment objectifs pour faciliter le traitement, la qualification et la priorisation des échanges. Et cette contextualisation, évidemment, va venir rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus fluide, puisque j'aurai accès au même endroit, à toutes mes infos. On est tous devenus un peu feignants, je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour participer à mon retour, puisque dès qu'on va me demander d'arrêter ce que je suis en train de faire, de sortir, de trouver le bon canal d'entrée, une fois sur deux, l'utilisateur va s'arrêter. Donc, clairement, dans cette idée de workflow, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. On a une application, on veut faire un retour, mais il y a aussi tout le process qui va continuer, puisque la finalité n'est pas le retour, la finalité c'est le traitement de ce retour-là, et qui, dans la majorité des cas, vont entraîner un développement complémentaire. Donc l'idée c'est vraiment d'aligner ce workflow du départ de l'utilisateur qui veut s'exprimer sur une application donnée, qui va ensuite
mobiliser la communauté qu'on a réussi à fédérer, qui va me permettre de mieux comprendre le besoin, qui va arriver un responsable applicatif qui aura beaucoup plus d'informations, lui, pour traiter ce retour-là, le comprendre, savoir s'il est prioritaire ou non. Mais ensuite, il faut arriver à basculer jusqu'aux équipes de développement, puisque c'est la finalité. Et donc, il y a aujourd'hui des possibilités techniques qui sont nombreuses, notamment des API, et qui vont permettre de rendre certains outils transparents. Il ne faut pas qu'un utilisateur utilise des outils de gestion de projet parce que c'est absolument pas user-friendly pour lui, de la même façon qu'il ne faut pas qu'un développeur ait de nouvelles applications parce qu'ils ont des process ancrés. Et donc, la façon dont nous, on a tourné ça, c'est une bidirectionnalité entre les outils de gestion de projet et une solution comme WeLoop, de façon à faire en sorte que WeLoop soit l'outil pour les utilisateurs, la partie front, mais que la partie back reste l'outil de gestion de projet, avec une bidirectionnalité qui rend la connectique WeLoop, outil de gestion de projet, très simple et qui fait que le développeur continue de tout avoir sur son outil de gestion de projet, n'a pas besoin d'aller rajouter un nouvel outil et l'utilisateur, lui, a un nouvel outil, mais qui est le même et qui est beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus user-friendly. Donc il y a vraiment cette logique de venir intégrer les process, rationaliser tous les workflows pour que chacun s'y retrouve sans changer la façon de travailler des uns et des autres. La troisième problématique, on l'a un peu abordé juste avant, ça va être la pertinence de ce retour-là. Aujourd'hui, la situation, c'est qu'on a des backlogs support, des backlogs d'évolution qui explosent dès qu'il y a la moindre problématique. De toute façon, il y a deux possibilités. Soit je prends mon téléphone, j'appelle le support, soit je considère que ce n'est pas utile, que je vais perdre du temps, je ne la fais pas. Et parfois, quand je la déverse dans le support, ce n'est pas du support. On sait qu'aujourd'hui, les supports informatiques explosent. Les notes du support informatique, que ce soit les NPS ou les notes financières, explosent également. Alors que quasiment 30% de ces informations-là n'ont pas leur place dans le support, parce que ce n'est pas du support, c'est une mauvaise utilisation de l'utilisateur, parce que c'est un doublon, mais on n'a pas aujourd'hui les outils pour savoir ce que ça vaut, parce que le feedback n'est pas clair, et donc du coup, il va falloir que je passe du temps pour recourir après mon utilisateur. Tout ça amène à un engorgement de ces outils de gestion de projet qui font qu'on ne les traite plus, et que l'utilisateur aussi, à un moment donné, arrête, parce que quand les délais pour récupérer des retours sont extrêmement longs, déjà que c'est compliqué de faire des retours, il arrête de les faire. Et donc tout ça nuit forcément à l'application, au coût de cette application-là. Donc la priorisation, elle est essentielle, et puisqu'on a mis précédemment en place énormément d'éléments de façon à s'assurer que j'ai une communauté, que j'ai des données objectives pour mes retours utilisateurs, évidemment, je vais pouvoir, grâce à ces outils-là, faire dégrossir mon backlog, et puisque mon backlog va être beaucoup plus succinct, traiter plus rapidement les choses que j'ai à traiter et surtout donner beaucoup plus de visibilité à mes utilisateurs sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et surtout les raisons pour lesquelles je ne le fais pas. Un utilisateur, il est tout à fait à même de comprendre qu'on ne va pas développer sa demande, mais il faut qu'il ait la redescente d'informations qui va venir lui expliquer qu'on ne le fait pas, pour X ou Y raison, mais simplement il veut savoir qu'il n'a pas fait une demande pour rien, qu'il n'a pas perdu son temps, qu'il n'a pas participé pour rien. Et donc, on va d'un côté réussir à dégrossir ces backlogs, tout en gardant des utilisateurs qui sont motivés, même si les retours qu'il a effectués ne sont pas développés, parce qu'on aura la possibilité également d'appuyer la décision. Aujourd'hui, souvent, la décision de développer quelque chose ou pas, on s'appuie sur des key users qui ne sont pas toujours représentatifs de l'intégralité des usages, qui sont parfois ceux qui s'expriment le plus fort, et il n'y a pas de rationalité derrière sur cette décision-là. Là, avec les KPI qu'on va avoir, les éléments objectifs, que ce soit la communauté, le nombre, la qualification avec les avis des experts, on va pouvoir expliquer à un utilisateur de façon tangible pourquoi ce retour est pris en compte et pas un autre. Et donc, si on reboucle un peu sur ce qu'on disait à la base, sur le cercle vertueux, évidemment, je vais avoir une qualité de retour qui sera supérieure, une quantité de fonctionnalités développées qui seront bien meilleures, et c'est ce qui va permettre de faire en sorte, du coup, d'avoir une émulation dans mes applications, que ce soit du coup sur des applications qui sont en phase de déploiement. On déploie énormément d'applications aujourd'hui. Plus mes utilisateurs sont intégrés tôt, moins je vais retravailler des fonctionnalités, et on sait que c'est des structures de coûts extrêmement importantes dans les entreprises, à valeur ajoutée faible. Un développeur qui travaille une fonctionnalité, qui la retravaille des heures et des heures, si elle avait été mieux définie en amont, ça aurait été beaucoup plus simple. Et je vais évidemment avoir un canal de communication beaucoup plus fluide, et tout ça va permettre à terme d'améliorer la productivité de mon application.
Donc vraiment, ce qu'il faut garder en tête sur ce que je viens de vous présenter là, c'est qu'aujourd'hui, on a un nombre incalculable d'applications qui ne reprennent pas toujours les besoins des utilisateurs, alors que si on part du retour utilisateur, en phase de déploiement ou sur des applications qui sont déployées, la finalité, ça va être de faire gagner du temps à tout le monde, ça va surtout être de faire gagner des euros. On va gagner un peu d'argent sur les projets qui aujourd'hui coûtent des millions et des millions d'euros. Ces projets seront mieux définis et à terme seront surtout utilisés et auront donc une durée de vie beaucoup plus importante puisque les socles seront beaucoup plus fluides. Et donc si vous voulez voir comment chez Wheeloop on a intégré du coup cette partie retour utilisateur à l'intérieur des applicatifs, on est au fond et ça sera avec plaisir pour vous montrer comment on a réussi à le mettre en place. Merci Samy.